Pourquoi je suis juif? Paris, août-octobre 1927. On me demande pourquoi je suis juif. C'est à toi que je veux répondre, mon petit-fils qui n'est pas encore né. Quand seras-tu assez grand pour m'entendre? Mon fils aîné a 19 ans, l'autre 14. Quand naîtras-tu? Quand me liras-tu? Vers 1950? 1960? Lira-t-on encore en 1960? Quelle figure prendra le monde? La mécanique aura-t-elle supprimé l'âme? L'esprit se sera-t-il créé un nouvel univers? Y aura-t-il encore des Juifs? Je le crois. Ils ont survécu au Pharaon, à Nabuchodonosor, à Constantin, à Mahomet, à l'Inquisition et à l'assimilation. Ils survivront bien à l'automobile. Mais toi, te sentiras-tu juif, mon enfant? On me dit, vous êtes juif parce que vous êtes né juif. Vous ne l'avez pas voulu. Vous ne pouvez pas le changer. Cette explication te suffira-t-elle si, né juif, tu ne te sens plus juif? Si tu crois éteinte en toi la flamme d'Israël, regarde et attends. Un jour, elle se rallumera. C'est une histoire très vieille, que chaque siècle recommence. Israël a eu 1000 occasions de mourir. 1000 fois, il est ressuscité. Ainsi, j'aurais conduit par ce livre Israël jusqu'à toi, puis tu le conduiras jusqu'à d'autres, si tu veux, si tu peux. Dreyfus étant juif, certains anti-dreyfusards tenaient tous les juifs pour responsables de son crime et des désordres que provoquait dans l'État leur acharnement à le disculper. Son innocence eût-elle été démontrée, les Juifs étaient coupables de vouloir le sauver. L'honneur d'un Juif ne valait pas le salut d'une nation. Partout où passait le Juif, il faisait des ruines. Il avait miné l'Empire romain et s'était ligué avec les barbares lors des grandes invasions. Par sa faute, l'Espagne des Wisigoths se rendait aux Arabes. Par sa faute, la Pologne de Poniatowski était dépecée. Après avoir, au Moyen-Âge, extorqué par l'usure tout l'or de la terre, le Juif s'en était servi en 1789 pour financer l'utile révolution qui, le maquillant partout en citoyen, lui permettait de suivre, au long d'un siècle dégradé, sur les décombres souillés de l'ordre disparu, son rêve de crapuleuse domination. Le Juif, cupide, sensuel, voleur et faussaire, le Juif était donc traître par choix et par nature. Et s'il fallait pour Dreyfus un mobile à son crime, sa seule qualité de Juif expliquait sa trahison. Cet antisémitisme, pour moi, était une nouveauté. Tout petit, j'avais bien entendu conter des massacres de Juifs en Russie qui avaient suivi l'assassinat d'un tsar, femmes éventrées, vieillards enterrés vifs, nourrissons enduits de pétrole, puis jetés au feu. Ces images avaient hanté mes nuits d'enfant, mais
elle s'était dissipée. Ma mère, française par sa naissance, m'avait souvent répété qu'en France, les Israélites étaient plus heureux que partout ailleurs, qu'il fallait chérir le peuple généreux qui, le premier de tous, leur avait octroyé les droits du citoyen et avait honoré un ministre juif, Crémieux, de funérailles nationales. Mais trop de juifs, selon les antisémites, occupaient trop de place, puisque la première crise révélait par la survivance de leur solidarité leur peu de sens national. C'est alors que, pour la première fois, j'entendis parler du sionisme. Tu ne peux imaginer, mon enfant, quelle lumière ce fut. Songe qu'à l'époque dont je te fais le récit, ce mot de sionisme n'avait jamais été prononcé devant moi. Les antisémites accusaient les Juifs de former une nation dans les nations. Mais les Juifs, du moins ceux que je rencontrais, le niaient. Et voici que maintenant, des Juifs déclaraient « Nous sommes un peuple comme les autres. Nous avons une patrie comme les autres. Qu'on nous rende notre patrie. » Je m'informais. L'idée sioniste avait ses origines lointaines dans les antiques prophéties. La Bible promettait leur retour en Terre sainte aux Juifs dispersés. Durant tout le Moyen Âge, ils n'avaient vécu que de leur foi en cette promesse. Au XVIIIe et au XIXe siècle, de grands esprits, Maurice de Saxe, le prince de Ligne, Napoléon, avaient entrevu l'intérêt philanthropique, politique, économique, religieux et moral que pourrait présenter un regroupement juif en Palestine. Depuis 1873, des colonies juives s'y étaient fondées et s'y développaient. Enfin, un apôtre nouveau, Théodore Herzl, conviait les Juifs du monde entier à y créer l'État juif. Puis, l'idée sioniste me frappait par sa sublimité. J'admirais en ces Juifs, et j'eusse voulu pouvoir admirer en moi-même cette fidélité au sol ancestral qui avait survécu à 2000 années. Et j'imaginais, avec un tremblement d'émotion, l'universel exode qui les ramènerait de leurs exils multiples à leur unité reconquise. Le troisième congrès sioniste allait s'ouvrir à Bâle. Je résolus d'y assister. Ma connaissance de la langue allemande me permit de suivre d'assez près les débats. Théodore Herzl raconta ses démarches pour obtenir une charte du sultan. Le rapport du comité d'action indiquait que 100 000 juifs étaient déjà inscrits au parti et on inférait que 500 000 juifs au moins dans le monde étaient déjà sionistes. On écarta un projet de colonisation juive dans l'île de Chypre, opposé au projet de colonisation palestinienne. On réfuta la thèse de certains adversaires du sionisme qui voyaient dans ce mouvement un danger pour les juifs non sionistes. J'écoutais tant de talent, d'éloquence, de foi. Mais surtout je regardais.
Que de contrastes juifs autour de moi. Ce Polonais, tout blême, avec ses pommettes osseuses. Cet Allemand, à lunettes. Ce Russe, au regard d'ange. Ce Persan barbu. Ce glabre américain. Cet Égyptien, coiffé du fez, et là, ce fantôme noir, immense dans son immense cafetan, avec son bonnet de fourrure et les boucles pâles qui tombaient de ses tempes. Et devant tous ces visages étrangers, il m'arriva ce qui devait m'arriver. Je me sentis juif, très juif, mais je me sentis aussi très français, français de Genève, mais français. Je savais fort bien maintenant que le programme sioniste n'implique nullement le retour en Palestine de tous les Juifs, chose numériquement impraticable. La patrie juive ne s'offre qu'aux Juifs qui ne croient point en avoir d'autres. Or, Français par ma mère, j'avais eu le cœur et l'esprit tournés vers la France, tout petit d'abord, par la gratitude juive de mes parents envers ce pays, puis par mes aspirations littéraires, puis par ma vie prolongée à Paris au milieu des lycéens, des Sorbonnards et des Normaliens, dont la camaraderie et l'amitié m'avaient aidé à devenir moi-même, puis enfin par ce déchirement qu'avait été pour moi le drame de Dreyfus dans la France déchirée. Et ma pensée ne pouvait séparer ma petite patrie natale, Genève, de cette grande patrie morale à laquelle Genève même, partant de côté, appartient, la France. Alors, qu'était pour moi le sionisme? Il pouvait me passionner. Il me passionne toujours, ce grand miracle d'Israël, qui intéresse tout Israël. 3 millions de Juifs parleront l'hébreu, vivront l'hébreu, sur la terre de l'hébreu. Mais pour les 12 millions de Juifs qui resteront dispersés dans le monde, pour tout cela, et pour moi-même, la question tragique restait posée. Qu'est-ce que le judaïsme? Que doit faire un juif? Comment être juif? Pourquoi être juif? Race juive? On trouverait, paraît-il, en Israël, tous les types anthropologiques. Juifs brachycéphales, juifs dolicocéphales, juifs blancs, juifs jaunes, juifs noirs. Israël ne serait donc une race que spirituellement. Ces sangs multiples ne formeraient un sang que parce qu'il n'y coulerait qu'une pensée. La Torah d'Israël, je commence à voir plus clair, comporte 2 aspects. Premièrement, les préceptes moraux et religieux d'ordre, de justice, de paix et d'amour, qui sont la loi idéale de toute société humaine, la loi aussi de l'univers, car, selon nos prophètes et nos sages, l'ordre
qui préside à l'harmonie de la terre et des cieux, est de même essence que l'ordre moral. Et ce serait pourquoi Dieu, en créant le monde, lisait la Torah. Deuxièmement, la loi particulière à Israël. Elle contient l'autre, mais s'y ajoutent toutes les prescriptions qui réglementent la vie de ce peuple et le font différent des autres peuples. Entre ces deux aspects de la Torah, un lien profond, pour qu'à la fin des temps, le Messie règne sur le monde avec sa justice, sa paix et son amour. Il faut qu'Israël, qui est l'espoir du Messie, reste Israël jusqu'à la fin des temps. Quelle valeur donner aux thèses antisémites lorsqu'on voit qu'Henry Ford, l'homme le plus riche de la Terre, le plus indépendant, après avoir, durant 10 années, subventionné l'antisémitisme en Europe comme en Amérique, se rétracte publiquement et demande publiquement pardon aux Juifs. Mais comment Ford, cet honnête homme, avait-il pu se tromper? De tant d'accusations contradictoires, de tant d'antisémitisme, ne demeure-t-il donc rien si un fait, sans les justifier, les explique toutes? Les Juifs sont Juifs. Ils veulent rester Juifs, toujours, partout, même malgré eux, ils restent Juifs. Or, toute minorité semble suspecte à la majorité. Cette majorité qui tient ceux qui composent cette minorité pour plus semblables entre eux et plus solidaires que ceux qui forment la majorité. Faut-il un coupable à tout prix? On le cherche dans la minorité, qu'on accuse tout entière. Un juif a trahi, tous les juifs ont trahi. 100 juifs sont bolcheviques, tous les juifs sont bolcheviques. La peste sévit au Moyen-Âge, les juifs ont empoisonné les puits. La guerre sévit au XXe siècle, les juifs ont machiné la guerre. Ce phénomène d'illusion collective et à demi volontaire est incontestable. Empoisonnement des puits, usage du sang humain, sorcellerie et magie, toutes les accusations lancées contre les Juifs du Moyen-Âge par les chrétiens devenus majorité sont exactement celles dont les païens, 10 siècles auparavant, accablaient les chrétiens, alors minorité. J'ai compris, engagé volontaire pour la guerre 14-18. J'ai compris maintenant les deux ordres inséparables qui me dictaient en 1914 ma conduite. Juifs, en tout pays, jusqu'au don de la vie, soyez des hommes de vos pays et en même temps soyez juifs, consacrez à chacune de vos patries le trésor humain que vous tenez d'Israël et la paix de vos patries sera votre paix et la paix des hommes sera votre paix.
Ainsi, Jérémie enseignait à Israël sa tâche. Israël ainsi l'accomplira. On ne reproche aux Juifs qu'une chose, et malgré tous les mensonges et tous les meurtres qui l'accompagnent, ce reproche est justifié. Ils veulent être juifs. Leur passé leur en donne-t-il le droit? Permet-il qu'il en soit autrement? Mon enfant, vois ce sublime dessein qui se révèle dès l'origine et qui de siècle en siècle se réalise. Les Grecs avaient-ils d'avance déclaré au monde qu'il lui révélerait la beauté? Les Romains qui lui révéleraient le droit? Vois ce peuple juif, chétif et impur, annonçant ce que sera son histoire, au début même de son histoire. Vois-le choisir la mission qui le choisit et marcher avec elle dans la voie qu'il s'est prédite. Vois ce peuple d'éternels pécheurs, bannis 2 fois et survivant à ces 2 dispersions, et selon l'ordre même de ses prophéties, rapportant de son premier exil l'unité divine et préparant par le second l'unité humaine. Voilà ce peuple juif traqué sur toute la terre, toujours prêt de mourir et trouvant toujours quelque abri providentiel qui le soustrait à la mort. Pour moi, enfin, mon enfant, qui ai si longtemps cherché la preuve de l'existence de Dieu, je l'ai trouvé dans l'existence d'Israël. Je suis juif parce que né d'Israël et l'ayant perdu, je l'ai senti revivre en moi, plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que né d'Israël et l'ayant retrouvé, je veux qu'il vive après moi, plus vivant qu'en moi-même. Je suis juif parce que la foi d'Israël n'exige de mon esprit aucune abdication. Je suis juif parce que la foi d'Israël réclame de mon cœur toutes les abnégations. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce que pour Israël, le monde n'est pas achevé, les hommes l'achèvent. Je suis juif parce que pour Israël, l'homme n'est pas créé, les hommes le créent. Je suis juif parce qu'au-dessus des nations et d'Israël, Israël place l'homme et son unité. Je suis juif parce qu'au-dessus de l'homme, image de la divine unité, Israël place l'unité divine et sa divinité. Un de mes aïeux a pu boire dans cette tasse à vin de Rembrandt en rentrant chez lui, après avoir écouté la leçon de son maître à l'école de Troyes en Champagne. Un de mes aïeux a pu s'asseoir sur ce fauteuil incrusté de jade quand un sultan lui donnait son pouls à tâter. Un de mes aïeux a pu voir un moine en cagoule porter cette croix de Castille en le conduisant à l'auto-da-fé. Un de mes aïeux a pu voir ses enfants piétinés par le cheval du croisé qui portait cette armure. Ce Titus de marbre, quand il était de chair, un de mes aïeux enchaîné à son char l'a suivi sanglant dans le triomphe du forum. Ce mage barbu à la robe frangée, entre ses 2 taureaux ailés à profil humain, un de mes aïeux a flairé sous ses pieds la poussière de Babylone. Ce pharaon de Porphyre, aux 2 mains plates, sur ses 2 cuisses plates, un de mes aïeux s'est courbé sous son souffle, esclave, avant de ceindre sa ceinture et de prendre à la main son
bâton pour suivre Moïse à travers l'eau rouge. Et je me dis, de ce père lointain jusqu'à mon père à moi, tous ces pères m'ont transmis une vérité, la vérité qui coulait dans leur sang, qui coule dans le mien, et je ne la transmettrai pas avec mon sang à ceux de mon sang. La recevras-tu, mon enfant? La transmettras-tu? Peut-être voudras-tu la quitter. Alors, que ce soit pour une vérité plus grande, s'il en est une, je ne pourrai pas t'en vouloir. Ce sera ma faute. Je ne te l'aurai pas transmise comme je l'avais reçue. Cette vérité, mais que tu l'abandonnes ou que tu la suives, est celle-ci. Israël marchera jusqu'au dernier jour.